contexte, tout le monde, j'aimerais qu'on commence peut-être par que vous nous expliquiez en fait ce que fait l'entreprise ou l'organisme pour lequel vous travaillez et c'est quoi son rôle en fait dans le développement des semences dans la culture céréalière au Québec. Peut-être commencer par Gabriel de AgroBio. Oui, OK. Dans le fond, la coop AgroBio, pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, c'est une coopérative de producteurs de grains biologiques qui a vu le jour là, en 2007. Puis elle regroupe aujourd'hui une cinquantaine de fermes bio un peu partout au Québec. C'est ça, donc le but de cette coopérative-là, c'est de se regrouper entre producteurs pour faire des projets ou pour réaliser du travail, dans le fond, que toute seule, c'est difficile. Donc, par exemple, les trois axes principaux de la coop en ce moment, c'est la mise en marché du grain, la mise en marché de produits transformés à partir du grain, puis des projets reliés aux semences. Donc, que ce soit la contamination OGM des semences dans le maïs, le développement ou l'amélioration de semences développées par les producteurs. Donc, ça ressemble à ça. Puis, vous connaissez probablement là, les produits AgroBio. Dans le fond, c'est différents producteurs qui transforment chez eux le grain qu'ils récoltent pour en faire des farines, de l'huile. Puis, ensemble, ils se regroupent pour pouvoir faire une seule mise en marché plutôt que de se faire compétition là, pour ce petit marché-là. Hélène? Oui, bonjour. Alors moi, je travaille pour un organisme à but non lucratif qui s'appelle USC Canada. C'est basé à Ottawa. Et puis, depuis 2013, on a un programme qui s'appelle l'Initiative de la famille Bauta sur la sécurité des semences au Canada. C'est très long comme programme, mais dans le fond, c'est une première fois que nous, on travaillait vraiment à travers le Canada avec des coordonnateurs dans chaque région pour vraiment travailler avec les semenciers canadiens. Les semenciers qui travaillent pour développer des variétés qui sont faites pour les producteurs biologiques, qui sont faites pour nos environnements très diversifiés à travers le Canada. Et puis, plus particulièrement en lien avec les céréales, avec le grain, on a un programme de sélection qu'on appelle sélection participative. C'est en collaboration avec l'Université du Manitoba. Et la manière que ce programme-là est structuré, c'est que c'est un partenariat, dans le fond, entre les chercheurs, les brudeurs, qui sont au Manitoba. C'est avec notre organisme qui fait un peu le réseautage, la consultation et l'appui. Et puis avec les producteurs, surtout les producteurs de blé et de céréales canadiens. On a commencé en 2013 avec une consultation. Dans le fond, on a parlé à des minotiers, à des producteurs, à des acheteurs de céréales, à des boulangers aussi, pour vraiment déterminer c'est un peu quoi les besoins, c'était quoi les variétés de blé qui manquaient pour le secteur biologique, et pour vraiment regarder toute la chaîne jusqu'à l'usager final, parler aussi aux boulangers, justement, et pas juste les boulangers commerciaux, mais les boulangers artisanaux aussi. Et c'est ça, à travers de ça, on a commencé à distribuer avec les producteurs intéressés, dont Loïc qui était dans la première vague, des croisements spécifiques à leurs besoins. Alors, le producteur il reçoit un croisement de 2 variétés de blé. Il va les semer chez lui ou chez elle, et puis vraiment faire une sélection à chaque année pour les meilleurs individus de ce croisement-là, pour venir à développer une variété qui est vraiment particulière à ses besoins, à son environnement, à son système de culture. Puis là, c'est ça, ça fait depuis 2013. Alors, c'est, comme Marc-André disait, là, Loïc arrive avec une variété qui ressemble à une variété qui s'approche de quelque chose de plus fini. Et c'est un peu ça. Là, on regarde un peu comment ces variétés-là peuvent exister dans le système présent, qui n'est pas nécessairement complètement adapté pour des variétés qui viennent d'un partenariat de ce genre. Et on va évoquer aussi. Merci. Bonjour, moi c'est Annie Archambault, je suis chercheur, sélectionneur chez Cirella. Cirella, c'est une petite compagnie privée, un centre de recherche privé, donc pas financé par les gouvernements. Notre financement vient des redevances qui sont versées par les producteurs de semences qui sèment des variétés. Les programmes de blé, soya, orge, avoine, puis
Puis, ils sont en cours depuis 1982 à cet organisme-là. Puis ça compte pour beaucoup parce que pour développer une variété de blé, entre autres, ça peut prendre jusqu'à 15 ans entre le croisement puis le moment où un cultivateur va pouvoir le semer en assez grande superficie, un producteur de grains. Donc c'est un processus qui est très long. Puis donc notre objectif, les cibles qu'on cherche pour les variétés de blé, elles doivent satisfaire les exigences de la CIA, l'Agence canadienne d'inspection des aliments, puis pour faire en sorte que les grands distributeurs, les William Wood, les Coop fédérés, Semences Élites, puissent l'offrir à leurs producteurs de grains. Donc ça, c'est, en gros, c'est, je dirais, l'objectif. Il y a beaucoup de détails. Super, merci. Pour commencer, j'aimerais ça qu'on parle un peu en quoi les agriculteurs bio ont des besoins différents pour leurs semences. Est-ce que vous pouvez juste nous mettre en contexte de qu'est-ce qui existe sur le marché présentement, puis quel est le besoin des agriculteurs à ce niveau-là? Dans le fond, pour les agriculteurs biologiques, lorsqu'ils sèment des différentes variétés, que ce soit dans le maïs, le blé ou en fait toute leur culture, c'est des variétés qui ont été développées en régie conventionnelle, donc avec les intrants chimiques, les pesticides. Donc, c'est des variétés qui produisent bien dans des conditions particulières au conventionnel et non pas au biologique. Donc, comme producteur bio, c'est certain que c'est difficile d'arriver avec des rendements aussi bons que dans le conventionnel si on considère que les variétés du bio n'ont jamais été sélectionnées pour ces conditions-là. Oui. Moi, je pourrais peut-être rajouter, c'est un petit bémol peut-être, comme chez nous. Les lignées qui sont évaluées en évaluation avant qu'on puisse les enregistrer, il y a des intrants assez minimes. Ce que vous dites, du point de vue de la sélection, là, ce qu'on veut, c'est ceux qui s'en sortent bien quand ça va mal. Donc, même que à plusieurs étapes, je rajoute la maladie pour voir qui va être le plus résistant. Donc ça prend quelqu'un en arrière qui a produit l'inoculum de maladie pour voir les lignées plus résistantes. Là où il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire, parce qu'il faut, je dirais que le terrain où l'évaluation se fait soit le plus uniforme possible, c'est les mauvaises herbes. Parce que si on veut évaluer une lignée par rapport à une autre, il faut quand même que la présence de mauvaises herbes soit uniforme, puis c'est plus facile qu'il y en ait le moins possible dans ce cas-là. Mais pour les intrants, je peux quand même te rassurer qu'on n'en met presque pas, en fait. C'est plus simple. Puis, on met beaucoup de maladies. Est-ce que ce serait loin, dans le fond? Est-ce que vous faites différemment de la plupart des compagnies semencières? Non, c'est pas mal ce qui se fait en général. Puis, je sais qu'il y a certaines des variétés qui sont issues des programmes de la compagnie pour laquelle je travaille qui font bien en bio. Mais c'est plutôt, dans ce cas, c'est plutôt comme un hasard, ou ça a été découvert par après quand la variété a été mise sur le marché. Et ça va être combiné toutes les qualités, la qualité panifiable, en bio, rendement, donc c'est ça le grand défi. Okay, mais... Et vous, Gabriel, vous travaillez sur quoi, quels sont les aspects, en fait, dont vous êtes là, dont vous essayez le plus de rencontrer les objectifs dans le semence bio. Puis, Hélène, si tu veux aussi intervenir, là. À Coop, depuis 2014, on a un projet avec Agriculture Canada de développer des hybrides en régie bio. Donc, c'est des lignées pures qui sont sélectionnées dans les champs de producteurs. Puis les lignées pures originelles sont sélectionnées en parallèle en régie conventionnelle à Ottawa dans des parcelles d'Agriculture Canada. Et l'objectif de ce projet-là, c'est justement de voir si, en bout de ligne, il y a une différence au niveau du rendement en conditions bio d'hybrides qui ont été sélectionnés dans le conventionnel versus dans le biologique. Donc pour les céréales, pour le blé en tant que tel, j'apprends que c'est comment ça fonctionne, mais dans le maïs en soi, là, nous c'est plus à ça qu'on a touché là, pour l'instant à la Coop. Mais c'est ça. Oui, j'ajouterais peut-être que, je pense que c'est vrai qu'il y a beaucoup de variétés sélectionnées pas dans le bio, qui vont quand même fonctionner très bien dans le bio.
Mais il y a certains aspects de la sélection qui vont quand même pas être la même. En particulier, la compétitivité aux mauvaises herbes, ça va être extrêmement important pour un producteur biologique. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment juste sélectionner dans un champ bio avec ces conditions-là. Il y a aussi vraiment un champ qui est géré de manière biologique pendant plusieurs années. Il va vraiment avoir un profil différent au niveau de l'activité microbienne, au niveau de la disponibilité des nutriments, qui va être quand même un peu différent d'un champ conventionnel à bas intrants. Puis la recherche qui se fait un peu sur voir comme les plantes qui sont adaptées au bio versus, ou sélectionnées dans le bio versus pas sélectionnées dans le bio, c'est qu'on voit quand même certains phénotypes ou certains traits qui vont être un peu différents dans l'adaptation. Ça inclut vraiment comme la manière dont la plante elle va faire des interactions avec le sol, c'est l'interaction des racines avec l'écologie du sol. Donc, il y a quand même certaines choses qui diffèrent, qui vont être un peu plus subtiles, qui vont faire qu'à la longue, on va mieux peut-être sélectionner pour le biologique dans un environnement complètement biologique. Il y a certaines choses qu'on va peut-être manquer dans le conventionnel, mais c'est pas pour dire que les variétés ne peuvent pas voyager d'un système à l'autre. C'est sûr que de plus en plus, on veut réduire, partout on veut réduire les pesticides, on veut réduire les intrants. Alors, c'est approprié pour tout le monde, dans le fond. Puis comment se passe le travail avec les agriculteurs? Vous en avez parlé un peu. J'imagine dans vos différentes organisations, ça se passe différemment, mais ce que je comprends, c'est que les agriculteurs sont rapidement impliqués, puis ils vous suivent pendant des années dans votre programme. Gabrielle, vous avez un programme plus dans le maïs que vous travaillez présentement, donc peut-être tu peux nous en parler un peu? Oui, dans le fond, notre programme dans le maïs, il découlait d'un autre aspect de la précarité des producteurs biologiques avec les semences biologiques. Dans le maïs. Contrairement au blé, là, où est-ce que les OGM sont inexistants, le maïs, les variétés de maïs qui sont utilisées dans le conventionnel sont très, très, très fréquemment OGM. Et les semenciers qui développent des variétés non OGM pour le conventionnel, mais qui achètent les producteurs bio, ont de la difficulté à faire des semences qui ne sont pas contaminées aux OGM. Donc, quand ils cultivent, ils multiplient leurs semences. Souvent, ils le font dans des champs qui ne sont pas assez bien protégés là, du vent ou de la contamination du pollen de variétés qui sont OGM dans les champs voisins. Et ce que ça donne, c'est que ça donne qu'environ, selon nos tests, il y a environ une variété sur 5 qui teste à plus de 0,5% d'OGM au niveau de la semence. Donc ça part très mal quand tu es producteur et que tu essaies de faire une récolte qui est non contaminée aux OGM, mais que la semence avec laquelle tu pars est déjà contaminée. Donc là, c'est problématique. Fait que le projet de développer des variétés de maïs est né de ça. Puis il se résume un peu en trois points. La première, je dirais, c'était de développer des hybrides de maïs, comme le font les semenciers. Mais ça, quand tu es producteur, c'est un processus qui est beaucoup trop complexe, qui est beaucoup trop, qui est inaccessible. Mais l'idée, c'était qu'en coopérative, en étant plusieurs producteurs qui se mettaient ensemble, c'est que ça deviendrait possible d'avoir des producteurs qui font des lignées pures, d'avoir des producteurs qui font des parcelles d'hybridation pour réussir à avoir des récoltes de semences de maïs hybride développées par des producteurs. Donc ça, c'est un des aspects. Puis l'autre aspect, c'était de se dire aussi dans le maïs, les variétés qui sont cultivées, si vous sortez de la ville, vous allez vous promener en campagne, vous allez voir, là, la principale culture, c'est la culture du maïs. Pourtant, c'est rare qu'on se retrouve avec du maïs dans nos assiettes. C'est parce que ce maïs-là s'en va tout à la consommation animale. Donc l'idée, c'était de dire, le maïs est une culture importante, mais ça serait le fun de pouvoir l'amener aussi à la table. Donc là, le processus, ça a été d'aller chercher des variétés anciennes qui ont des qualités gastronomiques, puis de réadapter ces vieilles variétés-là à la production d'aujourd'hui dans le biologique. Donc, demander à des chefs de peut-être plus les utiliser. Bon, c'est sûr que le pain de maïs, c'est quelque chose qu'on fait moins ici, mais peut-être qu'il y a des boulangers qui sont là, s'il y a un message à faire de les utiliser. Dans le fond, l'idée, c'est d'arriver à la consommation, de transformer peut-être certains champs pour la consommation humaine éventuellement. Oui, mais on parlait au début de la conférence qu'on était redevable aux Premières Nations pour l'alimentation. Le maïs, c'est le blé américain,
le blé, on l'a importé d'Europe, et aujourd'hui, si c'est si présent dans notre culture alimentaire, c'est bien parce que c'est un héritage de la culture européenne. Mais le maïs, c'était la culture, la grande culture en Amérique. Puis oui, il y a quelque chose à faire avec ce produit-là, forcément. Ouais. Hélène, oui, tu voulais rajouter quelque chose, Annie? Oui, ben, je trouvais ça vraiment intéressant que la production de maïs est en bio parce que, disons, nous, ce qu'on constate, c'est que le blé, dans les régions, surtout dans le sud du Québec, ils ne compétitionnent pas pour les producteurs. Là, c'est vraiment pas payant cultiver du blé. Donc, ils cultivent du maïs, du soya. Et puis, le blé, c'est vraiment négligé. Ça va se faire dans les régions périphériques, des fois, ou comme un petit peu quasiment confidentiel, ce qui est dommage, parce que c'est tellement... c'est une belle culture. Mais si, là, il peut y avoir des cultivars de maïs... juste sans OGM déjà. Puis je peux confirmer, nous aussi, on travaille tout sans OGM, le soya sans OGM. Puis c'est un défi auquel on fait face aussi, les contaminations par les soya OGM. Donc, c'est super bien. Oui, Hélène, j'aimerais ça. Ben, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Ou, Non, mais j'aurais aimé ça que tu nous parles justement du travail qui se fait avec les agriculteurs dans vos programmes. Bon, là, Marc-André en a un peu parlé de ce qui se faisait avec le HIC aussi, mais je pense qu'un des buts du programme, c'était aussi de remettre un peu dans les mains des agriculteurs le travail de semencier, parce que à la base, c'était dans leurs mains, ce travail-là. Oui, dans le fond, si on voit, si on peut regarder, mettons, des vieux articles, les vieilles publications, mettons, de l'Université Cornell, c'est des grands centres d'extension agricole. Et là-dedans, il y avait tous des pamphlets de formation pour les producteurs sur comment faire des croisements de blé, comment faire la sélection. Et c'est quelque chose que depuis, depuis que l'agriculture existe, dans le fond, c'est les agriculteurs qui vont choisir les meilleures plantes, les plantes qu'ils aiment, les plantes qui répondent à leurs besoins, qui vont conserver les semences et qui vont les transmettre. Et ça, c'est quelque chose qui se fait encore partout au monde, mais c'est quelque chose qui a aussi beaucoup été perdu dans tout ce qui est agriculture à plus large échelle. Ça revient plus chez les semenciers. Puis les semenciers, ils amènent, les chercheurs, tout ça, ils amènent beaucoup de richesse là-dedans, beaucoup de performance. Mais je pense que c'était pour faire un peu de la place pour dire que c'est pas un domaine exclusif, soit aux instituts de recherche, mais que ça peut aussi se faire à la ferme. Et c'est un peu de réintroduire cette connaissance-là. Et puis, c'était de le faire d'une manière qui était aussi accessible, dans le sens que, bon, les producteurs sont occupés. Et puis, c'est quelque chose qui prend, comme Gabrielle disait, ça prend beaucoup de temps, là, vraiment, faire un croisement, gérer les lignées, faire la sélection. Alors, nous, notre programme, il y avait un but de consulter, de vraiment parler avec les producteurs biologiques de ce qu'ils voulaient. Mais il y a aussi une partie où est-ce qu'on facilite le processus. Alors, nous, on a quand même un technicien qui va faire le croisement dans le laboratoire. Puis là, on va le distribuer aux producteurs. On va donner un certain encadrement. Les chercheurs vont visiter les fermes. On va faire des journées de terrain pour ça. Et puis, à la fin de l'année, le producteur va sélectionner les meilleurs épis de blé, va les renvoyer à l'université. Puis là, ils vont être nettoyés. Comme les semences vont être nettoyées, vont être renvoyées aux producteurs. Donc, il y a moins de travail à faire que de tout gérer par lui-même. Alors, c'est le producteur qui vient faire définir les objectifs, puis aussi faire la sélection dans l'environnement. Mais il y a une partie du travail qui est repris aussi par des techniciens, alors ça devient moins lourd. Puis c'est quoi les enjeux auxquels vous faites face? C'est quoi les difficultés, justement, de développer des nouvelles variétés de semences et même éventuellement les commercialiser? Au niveau des producteurs, en 2010, on travaille sur des variétés de maïs à pollinisation libre. Là-dedans, pour donner une idée, il y a du maïs blanc avec lequel travaille beaucoup la gastronomie latino-américaine et qui est absent là, au Québec. Donc, on a pris des variétés de maïs blanc, on les a retravaillées, des variétés de popcorn, des variétés de maïs à farine, rouge, jaune. Puis aujourd'hui, on a ces variétés-là qui sont peut-être meilleures qu'il y a de ça quasiment 10 ans aujourd'hui, mais la difficulté est vraiment dans le fait de recruter des producteurs pour ça, parce que c'est une culture qui est tellement différente, puis un processus qui est tellement différent de ce qu'ils sont habitués, que c'est vraiment là, un peu le mur de... Moins payante au départ pour eux aussi, j'imagine. Moins payante pour eux, j'imagine aussi.
Oui, ben au niveau du rendement, là, on est très loin des hybrides. Pour vous donner une idée, là, un hybride de maïs va faire du 12 tonnes à l'hectare, tandis que nos hybrides de nos variétés de population de maïs, ça tourne plus à 6 tonnes l'hectare et moins. Fait qu'on parle de la moitié. Sauf que c'est pour l'alimentation humaine. Donc, il y a un plus-value là-dessus. C'est là qu'il faut être capable de les convaincre. Pour que nos agriculteurs cultivent ces variétés-là, il faut qu'il y ait un marché qui existe pour ces variétés. Fait que c'est développer ces marchés-là qui... Parce qu'il y a un risque, c'est pas facile à produire. Puis s'il n'y a personne pour acheter ces variétés-là, ben, le producteur ne va pas les faire. Fait que déjà, à la coop AgroBio, l'avantage, c'est qu'on a des producteurs, on a des transformateurs, comme Loïc, comme Pascal Paridance du Moulin de Fromelles. Donc, tout ce qui nous reste, dans le fond, c'est le boulanger ou le restaurateur qui va travailler avec le produit. Ou le consommateur aussi, directement. Ben c'est sûr qu'il y a des obstacles comme techniques sur le terrain, c'est sûr, avec juste des fois la météo, le temps des producteurs, tout ça. Je dirais que dans nos essais, on a quand même repris les variétés sélectionnées par les producteurs. On les a mis toutes dans une parcelle avec des répétitions pour les comparer à des variétés comme, mettons, référence. Puis on a trouvé que, parmi les variétés des producteurs, il y en a qui performent très bien, qui ont vraiment des rendements supérieurs aux références. Que, il y a quelque chose là-dedans qui a une qualité intéressante. Et puis, dans les essais de panification qu'on a fait de manière un peu informelle, on a trouvé qu'il y a des boulangers qui trouvent ça très intéressant, là, travailler avec ces variétés-là. Puis, il y a aussi comme un sentiment que c'est intéressant d'avoir une chaîne plus complète, mettons. C'est un producteur d'ici qui a développé la variété, qui l'a fait pousser, que ça devienne farine, qui est transformé en pain par la boulangerie d'ici. Par contre, c'est sûr que le blé, ça existe dans un système très formel d'enregistrement des semences. Et puis, comme Annie disait, ça doit répondre à beaucoup de critères de la CIA avant vraiment de devenir une variété enregistrée formelle. Et c'est pas un système qui a beaucoup de place en ce moment pour l'utiliser, juste pour que les gens comprennent, il faut absolument avoir cette accréditation-là de la CIA pour qu'on puisse... Pour la vente comme une semence. Pour la vente comme une semence, puis d'une variété qui dit, ça c'est la variété, mettons, la variété de Wavin, mettons. Mais là, vraiment, pour la vente étiquetée comme une semence, ça prend une accréditation. Mais si quelqu'un, mettons, voulait comme la cultiver chez eux, faire les tests de qualité nécessaires pour la sécurité, la moudre en farine, vendre la farine, là, comme ça va. Mais dès qu'on veut vraiment viser comme un très grand marché, là, c'est vraiment l'accréditation qui est nécessaire. Alors, ça dépend un peu du marché désiré aussi. Mais Loïc, on n'a pas nommé encore, qui m'en parlait juste avant, me disait que l'enjeu aussi, c'était peut-être de faire assurer sa récolte, qui était un grand enjeu, en fait, pour les producteurs, c'est que si leur semence n'est pas accréditée, donc ils n'ont pas l'assurance nécessaire. Donc, s'il arrive quelque chose avec toute une année de travail peut être perdu. Donc, ça avait l'air d'être un enjeu assez important pour les producteurs de pouvoir travailler avec ces semences-là, mais qu'après, ils soient assurés qu'ils puissent avoir l'assurance nécessaire pour la produire. Ben, c'est ça, dans le fond, un producteur agricole, 90% des producteurs agricoles sont assurés. S'ils font une production, il y a une tornade qui passe dans leur champ, ben, la financière agricole est là pour leur offrir une compensation. Ils ne feront pas de faillite le matin. Oui, c'est ça. Mais si tu es producteur agricole et tu veux faire ta propre semence, donc faire des semences paysannes, tout ça, ben, la financière te dit non. Tes variétés ne sont pas enregistrées. Moi, je ne t'assure pas. Donc, les producteurs qui font des variétés paysannes le font à leur risque et péril. Donc, de là, oui. J'allais dire de là l'importance d'impliquer aussi peut-être les boulangers dans le processus, dans le sens qu'ils sont un peu aussi le gardien de cette biodiversité-là qui est en train de se développer. Donc, des invités à utiliser ces farines-là issues de ces semences-là éventuellement. Oui, puis je dirais que ça, c'est vraiment spécifique au Québec, la question de l'assurance. Ouais. Alors, c'est vrai que parce que nous, on travaille à travers le Canada, donc on a l'opportunité de voir comment que les politiques qui changent vraiment comment que les gens peuvent faire de l'agriculture. Donc, c'est sûr que oui, au Québec, c'est un gros obstacle pour les producteurs.
il y aurait vraiment un intérêt à ce niveau-là de pouvoir enregistrer les variétés pour la protection des producteurs. Est-ce que vous faites du lobby pour ça? On ne fait pas du lobby directement au Québec pour ça. Que ça change? Mais on fait d'autres formes de travail politique, plus sur les droits d'accès aux semences, le droit de conserver les semences. Ça, c'est pas moi qui fais directement ce travail-là. Mais pour les producteurs dans les prairies, l'enjeu des variétés enregistrées, c'est plus s'ils veulent les vendre comme semences ou s'ils veulent les vendre comme en grosse quantité, plutôt que la question d'assurance. Alors, ça varie à travers le pays. Puis j'imagine, j'ai une question pour Annie, avec les années, j'imagine que ton travail a peut-être changé avec l'impact des changements climatiques et même peut-être l'impact des changements de goût, parce que certaines semences vont être aussi panifiées. Est-ce que tu as vu l'évolution dans ton travail par rapport à ça? Bien, comme les changements climatiques, c'est sur une plus grande échelle, puis moi, je suis dans ce poste-là depuis 3 ans et demi, donc je ne l'ai pas vu là, du début à la fin, mais on le prévoit. Donc, les essais qu'on planifie, les décisions qu'on prend sont en fonction disons, peut-être d'un certain réchauffement climatique, un allongement de la saison. Puis, donc, oui, on prend en considération les maladies aussi. On voit que les maladies peuvent changer. Il y a la maladie qui est beaucoup surveillée au Québec, la fusariose de l'épi, on voit qu'elle est de plus en plus prévalente dans d'autres régions qui en avaient moins. Et puis nous aussi, on voit des rouilles qui deviennent plus présentes. Donc ça, on doit le prendre en considération. Est-ce que vous, dans votre travail, ça a aussi un impact? Je dirais que de ce que je sais, il y a beaucoup de variétés commerciales qui sont développées ailleurs qu'au Québec. Donc, lorsqu'on vient les utiliser au Québec, la spécificité écologique du Québec, là où se trouve l'agriculteur, n'est pas reflétée par la sélection de la variété qu'il utilise. Donc, là-dessus, probablement un gage d'assurance, ce serait l'auto-semence, ou plutôt de réutiliser à chaque année ses propres semences. Puis qu'ainsi, juste par sélection massale, donc où est-ce que la meilleure tranche d'une population survit d'année en année, une variété s'adapte au terroir du producteur. Sauf que le défi de ça, c'est que les grands acheteurs, pour le blé ou pour les autres cultures, c'est des acheteurs qui vont vouloir une homogénéité dans ce qu'ils achètent. Donc, ça vient un peu à l'encontre de cette idée-là. Donc, pour un agriculteur, une bonne stratégie, s'il veut faire d'autosemence, c'est de faire comme Loïc, puis de transformer, d'être son propre acheteur pour son blé, de transformer et d'en faire un produit là, qui a un plus-value. Puis à la Coop AgroBio, c'est vraiment ça qu'on vise. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que plus d'agriculteurs possibles puissent mettre en valeur leurs grains via une marque commune. Donc là, il y a le moulin de Lissette, il y a le moulin de Promel qui fait du blé aussi, le blé Moka à Aquaticook. Puis plus ça va aller, plus on va pouvoir permettre ce mouvement-là qui existe déjà en France. En France, il y a déjà une coopérative homonyme à la nôtre, la Coop AgroBio Périgord. Ils comptent une centaine de fermes. Ils ont des paysans, meuniers, boulangers qui mettent en valeur de cette façon-là les paysans et les variétés paysannes. Ils font de la boulangerie à la ferme et vendent leur pain. Oui. Et justement, revenons-en à la boulangerie qui est un des débouchés, en fait, de la création de nouvelles semences. Comment ça se fait justement le lien avec le boulanger? Il y a des tests de planification qui sont faits même Annie, toi, vous faites ça aussi. Donc, c'est un processus qui est là pour la création de chaque semence. Oui, bien, c'est une raison pour laquelle je suis vraiment contente de recevoir cette invitation. C'est que je trouve que le lien entre mon travail, mes décisions et le produit final, je le trouve trop ténu. Il vient trop tard dans la sélection en ce moment, donc j'espère que ça va changer. Puis, parce que je peux, par exemple, mentionner que chez nous, on fait les créations de variétés. Au départ, de la bonne vieille méthode, les croisements, la création de diversité génétique. Ensuite, c'est à peu près 6 ans plus tard, ça va être la sélection des lignées. Mais à ce moment-là, il y a trop peu de semences de chaque unité. Donc, on peut pas, on a comme 20 plants à peu près, donc on ne peut pas faire de test de panification. Il faut attendre encore quelques années. En ce moment, on sélectionne pour différents critères, surtout au champ. Et puis,
la qualité du pain, elle vient un peu trop tard. Elle est nécessaire pour l'enregistrement, donc il faut avoir une connaissance. Et puis les cultivars, les variétés qu'on développe, ils viennent surtout, la grosse, je dirais la force, c'est qu'ils viennent avec un package de données qui s'étale sur plusieurs années, qui est vérifié, donc ça, puis qui comprend une certaine performance à la panification, mais ça vient tard pour que moi je puisse sélectionner quelque chose qui aurait une qualité de pain exceptionnelle, mais que j'aurais pas vu parce qu'il était, je sais pas, trop tardif. Est-ce que c'est pour ça, Hélène, justement, que vous avez amené assez rapidement dans le processus des tests faits avec les boulangeries dont Marc-André parlait en introduction? Oui, on essaye, mais je dirais que les mêmes obstacles existent pour nous aussi du point de vue juste de la quantité des semences. Là où peut-être qu'on a un peu plus la possibilité de le faire, c'est que pour l'instant, nous, on ne travaille pas avec une lignée pure. On travaille avec une population que le producteur a sélectionnée. Donc ça, on a peut-être un peu plus de semences. Mais même là, comme là, on a commencé en 2013 et on a commencé à faire des tests de panification en 2017-2018. Et même là, c'était juste de quelques sélections des producteurs. Alors, tu sais, je dirais que là où peut-être que nous, on fait les choses, qu'on essaie d'innover un peu plus, c'est parce qu'il y a quand même un temps, là. C'est comme inévitable qu'il y ait un temps. Mais comme l'hybrideur, il peut toujours regarder les parents. Tu sais, quand il fait son croisement, il va quand même penser à la qualité de panification. Donc, nous, on a fait quelques croisements qui avaient le Red Fife dedans, qui a quand même des qualités gustatives intéressantes, mais avec un autre parent qui est plus performant d'un point de vue agronomique. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'est ça, les tests de panification que l'ACIA demande, c'est vraiment pour une panification plus industrielle, c'est comme un test très standardisé. Puis là, ce qu'on essaie d'innover un peu, c'est en faisant des tests avec des boulangers artisanaux. Est-ce que c'est les boulangers qui vont amener un peu leur protocole, qui vont décider la fermentation, comment ils vont la préparer. Alors, ce qui était vraiment intéressant en février à l'événement, c'est qu'il y avait, je pense qu'il y avait 5 boulangers, puis chacun y avait préparé la farine de sa manière. Alors, il y avait sorti 5 pains complètement différents d'une même farine. Puis ça leur donnait la chance aussi vraiment d'explorer, d'expérimenter avec ces farines-là, puis vraiment de faire le tour un peu de qu'est-ce qu'elles pouvaient faire à l'extérieur d'une panification très standard. Donc on veut comme continuer à incorporer ça. Est-ce que c'était concluant? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les boulangers? Bien, c'est un peu qualitatif, mais c'était comme, ce que j'ai trouvé concluant, c'est que tous les boulangers, ils ont vraiment dit qu'ils ont adoré travailler avec cette farine-là, puis que ça faisait un bon pain. Puis ça, c'était comme nécessaire là, comme conclusion pour dire que oui, il y a du potentiel. Mais est-ce qu'il y a un pain après, mais exemple, le pain, il y aurait eu un problème, est-ce que vous auriez pu, après, rectifier le tir et changer quelque chose? Ou Plus, pas vraiment, non. Non, c'est ça, OK. C'est plus, on veut vérifier si ça fonctionne, puis on espère, puis on croise les doigts que ça fonctionne bien. Mettons qu'on pourrait le tester dans le test comme c'est plus commercial, pour voir, c'est-tu bon pour un pain commercial. Mais une fois que la sélection est faite, pas tant que ça. Le processus continue, suit son cours. C'est pour ça qu'il faut travailler vraiment beaucoup de lignées en même temps, puis beaucoup de lignées de population. Parlant juste de beaucoup de lignées, moi, c'est mon défi, c'est notre difficulté. Collecter des données sur... donc, au total, dans notre site de Saint-Hugues, on sème 25 000 parcelles. Ça veut dire 25 000 enveloppes qui sont semées, parfois en répétition. Des fois, c'est des parcelles uniques parce qu'il n'y avait pas assez de grains. Puis, c'est à certaines étapes, on a jusqu'à presque 10 000 lignées différentes qui sont semées au champ. Puis, 6 ans plus tard, 7 ans plus tard, il va en avoir une qui va pouvoir être enregistrée. Quand même, hein? Donc, il faut en avoir plusieurs. Donc, il y en a toutes les autres 1000, ils étaient pas bonnes. Non, mais ça montre tout le travail qu'il y a derrière. Puis, comment vous aimeriez justement continuer ce travail-là, cette discussion-là avec les boulangers? Qu'est-ce qui pourrait être fait de plus? Je pense que Gabrielle, tu me disais quand on s'est parlé, justement, qu'ils avaient une responsabilité, je veux dire entre guillemets, là, mais dans la conservation de la biodiversité, de travailler avec des grains entiers dans leur pain, tout ça. Donc, tout le monde a un rôle à jouer dans cette diversité-là, dans cette conservation de cette biodiversité-là.
Oui, bien, cette biodiversité-là, elle peut juste exister en marge du système industriel, si on veut. Donc, c'est d'artisan à artisan. Si un cultivateur fait une variété qui est plus rare ou qui est plus, qui est plus rare, bien, il va avoir de la difficulté à la vendre. Moi, ça m'est arrivé là, auprès de mes producteurs à la coop. Des producteurs qui avaient une récolte d'un blé qui n'était pas connu puis qui n'arrivaient pas à la vendre. Donc, la seule façon dans ce cas-là, c'est vraiment de s'adresser aux boulangers, à mon avis, à des artisans, où est-ce que cette variété-là est intéressante, puis il faut que ce dialogue-là, puis cette fenêtre-là puisse avoir lieu là, d'artisan à artisan, que ce soit artisan producteur ou artisan boulanger. Mais qui va les voir, mettons, à la coop bio? Qui a ce rôle de vente, en fait? Y a-t-il quelqu'un qui s'occupe de ça ou c'est justement là où il y a peut-être un rôle à créer? Bien, la coop met de l'avant ses variétés dans son dialogue avec ses clients là, pour les produits. Donc, oui, mais c'est un rôle de vulgarisation aussi. Là. Par exemple, la farine de maïs qu'on utilise à la coopérative, c'est la farine du maïs Wapsi qui était une variété très répandue avant la Révolution verte, donc dans les années 60. Le Wapsi était cultivé partout au Canada. Puis aujourd'hui, cette variété-là est complètement disparue. Puis nous, on la ramène. Puis c'est ça qu'on met de l'avant comme farine de maïs. Là. Donc c'est un début. Mais donc la communication, en fait, de cette information-là qui est là. Puis, bon, on parlait tantôt de plus petite culture, de côté plus artisanal, plus grande culture. Est-ce qu'il y aurait justement des liens à faire, des collaborations? Annie, toi, est-ce que ton travail s'adresse plus à des grandes cultures? Comment on peut avoir un dialogue entre tout le monde, outre qu'aujourd'hui à ce panel? Bien, je crois que c'est difficile d'avoir ce travail-là ensemble parce que les artisans sont trop peu nombreux. Il n'y a pas assez de volume pour justifier tout le travail que ce processus-là exige. Il faut trouver des façons de préserver la biodiversité. Peut-être qu'on aurait des meilleures variétés si le processus était accessible, sauf qu'il ne l'est pas. Il faut trouver des façons de faire sans ce processus-là. Je sais pas, est-ce que répondre? Bien, si, en fait, moi, je ne verrais aucun problème parce que, disons, je parlais des 6 000 à 10 000 lignées, il y en a qui vont être testés en régie plus conventionnelle, puis pour le distributeur, ça va être vraiment le rendement qui est primordial, puis nous, c'est notre interlocuteur privilégié pour l'instant. Mais si on a la chance de faire des essais peut-être en commun, puis on se rend compte qu'il y a certains autres cultivars qui conviennent mieux à une autre région, qui ont des feuilles particulièrement larges, et comme par hasard, ils font vraiment bien en bio, bien, à poursuivre le processus d'enregistrement, puis l'accorder en licence exclusive ou non à certains groupes de producteurs. Donc, c'est pas obligé d'être en exclusion. Là. Ou en vase clos. Oui. Il pourrait avoir une discussion plus... Moi, je vois vraiment beaucoup au niveau du système en général. Il y aurait besoin d'un peu plus de place pour justement les cultures un peu plus diversifiées, un peu plus petite échelle, sélectionnées par les producteurs. Parce que là, pour l'instant, nous, on essaie de piloter un peu avec nos producteurs dans les prairies, justement, de faire des tests pour enregistrer les variétés de blé des producteurs. Et c'est vraiment, il faut faire des tests sur 8 sites pendant 3 ans, donc c'est 24 sites total. Il faut collecter plusieurs données, ça coûte très cher. Et puis, ça n'existe pas des parcelles bio pour faire ça. Alors, il faut vraiment montrer nos propres parcelles en biologique, parce que les parcelles que les autres utilisent sont genre conventionnelles. Alors, ça aiderait vraiment beaucoup à ce genre de travail-là. Si c'était un peu plus, s'il y avait comme une certaine flexibilité pour dire, OK, pour des variétés comme un peu plus hétérogènes, un peu plus artisanales, qu'il y a comme un système qui s'ajuste un petit peu à ça, pour dire que c'est quand même accessible pour les producteurs qui sélectionnent, pour les collaborations avec les boulangers, tout ça. Parce que là, pour l'instant, le système il est très rigide, puis c'est important aussi parce que ça garantit quand même la qualité du blé canadien, la confiance des distributeurs. Alors, c'est pas pour dire que le système, il faut qu'il parte, mais je pense qu'il y aurait de la manière pour l'élargir un peu. Ajouter quelque chose comme ça, non?
Au niveau de l'homogénéité, il y a aussi la superficie des fermes, là, je pense, qui est importante. Là. Par exemple, le blé qui est produit au Québec par rapport au blé qui est produit dans l'Ouest canadien. Mais ici, nos fermes sont plus petites. C'est pas aussi gros que les fermes de l'Ouest. Donc, les récoltes par producteur sont homogènes, mais c'est une plus petite récolte. Donc, aux yeux de l'industrie de la meunerie, dans le fond, mais ils vont être plus intéressés à acheter une grosse récolte, la faire venir de l'Ouest, que plusieurs petites récoltes ici au Québec. Fait que le problème de l'homogénéité ne se pose pas juste au niveau des variétés, mais aussi de la taille des fermes. Moins le nombre d'acheteurs pour des céréales va être grand, moins il va y avoir de place pour la diversité, la diversité des cultures. Donc, c'est important qu'il y ait plusieurs acheteurs pour le blé. Enfin, un système où il y aurait plusieurs petits acheteurs serait plus bénéfique pour la diversité qu'un système où il y a des grands industriels. Bien, je pense que c'est le moment justement de passer la parole au public. Si vous avez des questions, justement, dans le fond, on leur lance un peu la balle. Dans le fond, vous voulez que les boulangers achètent plus de ces farines-là qui sont faites issues de grains ici. Donc, peut-être qu'il y en a qui ont des questions, des commentaires, des interrogations pour les gens qui sont présents. Oui, le micro est juste là, en fait, donc n'ayez pas peur, allez-y. Oui. On s'est parlé, moi je suis boulangère, je me dis, est-ce que ça serait pas intéressant d'avoir une liste de boulangers qui seraient intéressés à tester une en fait partie. Il y a quand même une communication en double sens aussi. Là. Nous, si on est des artisans de boulanger, on travaille sur la base. On n'est pas nécessairement au courant qu'il y a un meunier ou un agriculteur super intéressant qui est en train de développer quelque chose. Peut-être Bien, au niveau maraîcher, il y a Arrivage qui fait ce travail-là entre producteurs, semenciers puis restaurateurs. Mais au niveau du grain, Arrivage ne fait pas encore ce travail-là. Mais, tu lui as demandé bien, eux, ils travaillent présentement surtout avec des restaurateurs. Ouais. Donc, eux, c'est plus au niveau du maïs sucré, maïs popcorn qui avait un intérêt. Là, mais, fait que je sais pas, je connais pas la reconnaissance de l'arrivage auprès des boulangers, mais c'est sûr que ça pourrait être une plateforme de communication entre producteurs, sélectionneurs, puis boulangers. Puis chez UFC, justement, comment se fait est-ce que vous avez une banque de boulangers? Comment se fait le processus de test? Je dirais qu'ici, ça a vraiment été beaucoup à travers Fleuron, qui ont un peu coordonné les événements, mais je sais que ça a été surtout comme à Montréal. Puis aussi, on est encore dans la situation qu'on n'a pas des énormes quantités à tester non plus en farine. Donc, tu sais, c'est... mais oui, tu sais, à la base, oui, j'aimerais, tu sais, comme... C'est n'importe qui veut venir me donner leur nom aujourd'hui, là, c'est sûr que je vais le garder, puis on est vraiment intéressé à continuer ce dialogue-là. Mais tu sais, il faut être conscient que c'est comme c'est un long processus aussi. C'est pas des grosses quantités encore à tester. À voir si Fleuron s'impliquera là-dedans pour en discuter comment partager cette information-là. Est-ce qu'il y a d'autres gens? Oui. Bonjour, je suis Stéphanie pour la Milanaise. Ma question s'adresse à Hélène. Nous, à la Milanaise, on travaille en chaîne de valeur, donc on accompagne les agriculteurs dès le début du processus en transformation biologique. Et j'entendais parler d'enjeux, en fait, d'enregistrement des grains. On comprend que c'est un enjeu qui a été identifié par le gouvernement. Maintenant, est-ce qu'il y a des actions qui ont été qui sont prévues pour améliorer justement cet enregistrement-là, soit un meilleur accompagnement des agriculteurs dans ce projet-là, ou autre chose? Oui,
Alors, comme j'ai dit, nous, on fait un peu un projet de pilotage de ça, mais dans les prairies, puis il faut qu'on, tu sais, puis comme vous savez, c'est vraiment différent, comme chaque région a son comité. Alors, pour l'instant, on a commencé dans les prairies parce que c'est là que nos chercheurs principaux sont situés. C'est là que le programme, il y a le plus de producteurs qui sont là depuis plus longtemps. Alors là, on essaie vraiment le processus de travailler avec les producteurs pour naviguer le système, puis amener des variétés à l'enregistrement lorsqu'on aura des pour les variétés qu'on va identifier comme étant propices à l'enregistrement. Et puis, au niveau de USC Canada aussi, il y a aussi du travail plus en politique qui se développe sur justement des conversations sur le Seeds Act, comme pour justement être capable de reconnaître comme une variété hétérogène, comme une variété un peu modélée sur ce qui se passe en Europe, où ils ont comme élargi un peu leur système d'enregistrement pour accommoder des variétés un peu plus diversifiées aussi. Alors nous, ça, c'est les deux lieux où on engage aussi. On aimerait comme être éventuellement plus actif au Québec aussi là, sur l'enregistrement, mais on n'est comme pas rendu là. On apprend encore le système dans les prairies, puis on espère, si on peut passer dans le système-là, d'apporter ces connaissances-là ailleurs aussi. Donc, si je comprends bien, les prairies, c'est en pilotage, c'est un projet pilote? Je veux dire que là, on est en communication avec ça s'appelle le Recommending Committee for Wheat, Rye and Triticale. C'est le comité qui va vraiment, comme superviser tous les essais de blé, de nouvelles lignées de blé qui se font dans les prairies, puis qui vont prendre les données, puis qui vont voter sur comme telle variété, oui, on l'approuve, telle, on l'approuve pas. Nous, on doit faire approuver notre protocole pour le prochain 3 ans. Il faut que ce soit approuvé pour qu'ils considèrent nos données à la fin. Alors, il faut qu'ils approuvent le protocole, ensuite qu'on fasse 3 années d'essai sur 8 sites, puis qu'on soumette toutes les données sur la qualité, sur l'agronomie, la résistance aux maladies, pour ensuite qu'eux, ils se prononcent sur les variétés. Alors, c'est ça, on a le financement pour faire les essais à la base, mais il faut qu'on collecte un peu plus de financement pour faire les tests de qualité, etc. Donc, on est là-dedans. On essaie de les mettre dans le système, puis on va faire voir si on y arrive. Merci. Donc, rendez-vous dans 3 ans pour voir où vous êtes rendus. Une dernière question. Le fameux Loïc, là, c'est lui. Ma question serait plus pour Annie. Moi, je suis un petit peu en défaut par rapport à ce système d'enregistrement des variétés, par rapport à ce système de semences généalogiques que je trouve un petit peu statique. En fait, quand un producteur décide d'utiliser une variété et de reproduire cette variété, elle vient toujours avec la semence d'origine, en fait, la semence de fondation, qui est en fait conservée dans une banque de semences. Donc, il revient toujours à quelque chose qui est statique, qui n'évolue pas. Et moi, mon idée à moi, c'est que les semences, c'est comme nous, ça s'adapte. Ça s'adapte au climat, ça s'adapte à notre terroir, ça s'adapte à notre façon de travailler. Et de toujours revenir avec quelque chose qui va revenir à la même chose, ça empêche cette adaptation-là. Alors, comment est-ce qu'on peut défendre un système où les choses n'évoluent pas? Moi, j'ai de la difficulté à comprendre comment on va pouvoir faire face au changement climatique ou à différents changements dans notre environnement si on ne laisse pas les choses évoluer. Mais là où ça évolue, c'est qu'il y a des nouvelles variétés qui sont développées, en fait. C'est là où... Mais à la vitesse où les changements s'effectuent, est-ce que ça ne serait pas plus simple de faire une sélection lors de la production, sélectionner les meilleurs éléments, comme Gabriel a mentionné tout à l'heure, sélectionner les meilleurs éléments dans la population et de les ressemer? En fait, c'est beaucoup plus simple que de passer par tout ce système qui prend des années et des années à créer des variétés. Oui, peut-être. Peut-être que ça peut mieux fonctionner. On va voir. Là. Je dois dire que nous, tu sais, comme à chaque année, on a jusqu'à une dizaine de nouvelles lignées qu'on met dans les essais, justement, d'enregistrement. Donc ça, c'est du nouveau matériel qui a été développé dans les 5 à 10 ans précédemment. Donc c'est pas historique et complètement statique, ça, je peux vous rassurer. Puis la durée de vie d'une variété de blé, c'est peut-être maximum 10 ans, là, 5 à 10 ans. Donc après ça, souvent... Ce qui me fait souvent dire que, c'est pas un reproche, mais l'industrie de la semence
génèrent constamment des nouvelles choses pour les vendre parce que c'est sa raison d'être. Mais est-ce qu'on a besoin de générer tout le temps quelque chose de nouveau et d'avoir, en fait, parce qu'on les enregistre, on finit par les désenregistrer, puis on en enregistre des nouvelles, alors que nous, on va chercher des vieilles affaires, on va rechercher des vieilles variétés, et notre intérêt, c'est d'aller chercher des valeurs gustatives dans des vieilles variétés. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont chercher chez les boulangers, il y en a beaucoup qui sont intéressés par des heirlooms, des variétés anciennes. Oui, c'est ça. Mais ces variétés-là ne sont plus enregistrées, ne sont même plus utilisées. Donc tout ce pan-là de la consommation, en fait, pâtit en fait dans son développement de ce système rigide de production de semences, comme le dit Hélène. Je pense que ça prend vraiment de la place pour assouplir ce système-là, pour laisser la chance à ceux qui veulent le faire de faire les choses différemment. Ben oui. D'accord. Ben pourquoi pas? Il faudrait peut-être inviter à un prochain panel quelqu'un justement qui travaille au gouvernement qui régit ces lois, peut-être voir où ils en sont là-dedans, puis voir si on va à la discussion. Qui sait? Peut-être ajouter à ça que tu me rappelleras l'année, Loïc, là, mais l'autosemence a déjà été garantie par le passé. Il y a déjà eu quelques années, une année ou deux, où est-ce qu'un producteur pouvait faire de l'autosemence et avoir une garantie sur sa récolte. Puis ce projet pilote-là a été mis de côté. On se demande peut-être pourquoi. Là. C'est probablement suite à des discussions entre ceux qui font la loi puis ceux qui aimeraient voir le système industriel continuer. Là. Donc, probablement. Bien, on va s'arrêter là, mais la discussion va pouvoir se poursuivre dans la salle. Donc, merci beaucoup